Un tweet du Sénat américain vient de faire trembler le palais des Toudi comme jamais auparavant. Washington accuse directement Paul Biya de corruption massive, de collusion avec les mercenaires russes de Wagner et de détentions illégales de citoyens américains. Le régime camerounais fait face à sa plus grave crise diplomatique depuis des décennies. Si cette histoire vous choque autant que nous, laissez un like immédiatement et abonnez-vous pour ne rien manquer de cette saga politique explosive qui pourrait changer le destin du Cameroun. Une onde de choc secoue les fondations du pouvoir camerounais. Jim Risch, figure imposante du Sénat américain et président de la puissante commission des affaires étrangères, vient de lancer une salve diplomatique d'une rare violence contre le palais des Toudi. Son message, publié sur les réseaux sociaux, ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Le régime de Paul Biya est qualifié de corrompu, oppressif et dangereux pour toute la région. Ces mots, loin d'être anodins, résonnent comme un avertissement solennel. Washington ne se contente plus d'observer en silence. La patience américaine semble avoir atteint ses limites face à un système politique camerounais perçu comme fossilisé. Cette déclaration fracassante marque un tournant dans les relations entre les deux pays. Le sénateur de l'Idaho ne parle pas en son nom propre, mais incarne la voix d'une institution qui contrôle l'escordon de la bourse américaine. Quand un tel homme élève la voix, c'est rarement par hasard. Dans les couloirs feutrés du palais présidentiel, la stupeur a d'abord dominé. Les conseillers se sont précipités sur leurs écrans, espérant qu'il s'agisse d'une manipulation, d'un faux compte. Mais non, le tweet était authentique, certifié, officiel. Le vieux lion de Mvomeka venait de recevoir une gifle diplomatique en pleine face, devant le monde entier. L'affront était public, calculé, assumé. Certains proches du pouvoir ont tenté de minimiser l'incident, évoquant une ingérence dans les affaires intérieures du pays. D'autres, plus lucides, ont compris que ce message inaugurait une nouvelle ère dans les rapports entre Yaoundé et Washington. Le temps des déclarations feutrées et des critiques voilées est révolu. Désormais, l'administration américaine semble décidée à appeler les choses par leur nom. Cette franchise brutale déstabilise un régime habitué aux formules diplomatiques édulcorées. Jim Risch ne s'est pas contenté de critiques générales. Il a dressé un réquisitoire précis, documenté, accablant. Fraude électorale massive, persécution systématique des opposants, collaboration avec des mercenaires russes du groupe Wagner, détention illégale de citoyens américains, la liste des griefs est longue. Et des graves Chaque accusation constitue une pierre dans l'édifice d'un procès à charge contre un régime accusé de tous les maux. Le sénateur évoque également l'expansion des groupes terroristes comme Boko Haram, suggérant quelle incompétence du gouvernement camerounais favorise l'instabilité régionale. Et ces attaques frontales ne relèvent pas de la simple opinion politique. Elles s'appuient sur des rapports d'organisations internationales, des témoignages de victimes, des analyses d'experts en sécurité. Washington dispose manifestement d'un dossier solide et semble prêt à l'utiliser. La réaction officielle du gouvernement camerounais traduit un profond embarras. René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement, a tenté de rejeter les accusations en bloc, invoquant la souveraineté nationale et le respect de la démocratie. Mais sa réponse manque singulièrement de force de conviction. Surtout, Yaoundé n'a pas démenti les points les plus graves, les détentions illégales, la présence de Wagner, la répression sanglante dans les régions anglophones. Ce silence assourdissant sur les faits précis en dit long sur la fragilité de la position camerounaise. Les observateurs notent que le régime adopte sa stratégie habituelle, nier globalement sans jamais répondre spécifiquement aux accusations documentées. Cette tactique dilatoire a peut-être fonctionné par le passé, mais elle ne semble plus convaincre grand monde aujourd'hui. L'absence de transparence alimente les soupçons et renforce la crédibilité des accusations américaines. Sur la scène internationale, la sortie du sénateur américain trouve un écho puissant. Plusieurs députés européens ont immédiatement réclamé une enquête approfondie sur la situation au Cameroun. Des organisations de défense des droits humains, jusque-là relativement discrètes, multiplient les communiqués cinglants. La pression monte de toutes parts. Le régime Biya, longtemps protégé par une forme d'indifférence internationale, se retrouve soudain sous les projecteurs. Cette exposition médiatique révèle au grand jour des pratiques que le pouvoir camerounais préférait maintenir dans l'ombre. Les chancelleries occidentales commencent à reconsidérer leurs relations avec Yaoundé.
Des discussions sur d'éventuelles sanctions ciblées contre des responsables camerounais circulent dans les milieux diplomatiques. Le Cameroun risque de rejoindre la liste des pays parias, isolés par la communauté internationale. Dans les rues de Yaoundé et de Douala, la population observe ce bras de fer avec un mélange de scepticisme et d'espoir. Combien de fois les Camerounais ont-ils entendu des promesses de changement venues de l'extérieur? Combien de déclarations internationales tonitruantes se sont évaporées sans conséquences concrètes? La lassitude domine, mais une étincelle d'espoir subsiste. Et si cette fois, les choses étaient différentes? Les réseaux sociaux s'enflamment, les débats font rage dans les maquis et les taxis. Certains applaudissent cette intervention américaine, y voyant un levier pour forcer le pouvoir au dialogue. D'autres dénoncent une ingérence néocoloniale, estimant que les Camerounais doivent régler leurs problèmes eux-mêmes. Cette division reflète les fractures profondes qui traversent la société camerounaise, mais tous s'accordent sur un point: le statu quo n'est plus tenable. La jeunesse camerounaise, particulièrement, exprime son ras-le-bol face à un système politique bloqué. Le chômage massif, la corruption endémique, l'absence totale de perspectives d'avenir alimentent une frustration explosive. Cette génération, née sous le règne de Biya, n'a jamais connu d'alternance politique. Elle regarde avec envie les pays voisins où des transitions démocratiques ont permis l'émergence de nouvelles élites. Pour ces jeunes Camerounais, les critiques américaines légitiment leur propre rejet du système. Elles confirment ce qu'ils savent depuis longtemps. Leur pays est dirigé par un régime autoritaire, corrompu, déconnecté des réalités du peuple. Cette validation internationale de leur colère pourrait avoir des conséquences politiques imprévisibles. La pression interne et externe se conjugue pour créer une situation potentiellement explosive. Jim Risch n'est pas un simple parlementaire bavard. Président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, il contrôle les budgets d'aide internationale et peut influencer radicalement la politique étrangère américaine. Ces mots ont un poids institutionnel considérable. Quand il s'exprime, c'est souvent pour annoncer des mesures concrètes. Le Cameroun reçoit des millions de dollars d'aide américaine chaque année, principalement pour la sécurité de la lutte antiterroriste. Ces flux financiers pourraient brutalement se tarir si Washington décide de sanctionner le régime Biya. Les programmes de coopération militaire, les formations, les équipements fournis aux forces camerounaises dépendant du bon vouloir américain. Yaoundé ne peut pas se permettre de perdre ce soutien, surtout face aux menaces sécuritaires qui pèsent sur le pays. Le régime se trouve donc pris dans un piège. Ignorer les critiques américaines risque de lui coûter très cher. L'élection présidentielle qui a reconduit Paul Biya au pouvoir restera dans les annales comme l'une des mascarades démocratiques les plus évidentes du continent africain. Les chiffres officiels annoncent une victoire confortable avec plus de 53% des suffrages. Mais ces statistiques, gravées dans le marbre par un conseil constitutionnel aux ordres, ne trompent personne. Sur le terrain, les témoignages de fraude massive s'accumulent, convergents, accablants. Des électeurs ont vu des urnes bourrées de bulletins avant même l'ouverture des bureaux de vote. D'autres ont constaté que les listes électorales comportaient des milliers de noms fictifs ou de personnes décédées depuis longtemps. Dans certaines circonscriptions, le taux de participation dépassait mathématiquement le nombre d'électeurs inscrits. Ces anomalies grossières témoignent d'une volonté délibérée de truquer le scrutin à grande échelle. Le pouvoir n'a même pas pris la peine de rendre la fraude crédible. L'opposition, menée par des figures comme Maurice Kamto, a immédiatement dénoncé cette parodie électorale. Le Front pour le Salut National du Cameroun et d'autres formations politiques ont réclamé l'annulation pure et simple du scrutin. Leurs porte-paroles ont présenté des dossiers détaillés documentant les irrégularités constatées partout dans le pays. Mais leurs protestations se sont heurtées à un mur d'indifférence institutionnelle. Le Conseil constitutionnel, censé garantir la régularité du scrutin, a validé les résultats sans sourciller. Les recours ont été rejetés en bloc, sans examen sérieux. Cette justice aux ordres a parachevé la farce électorale. La rue s'est alors enflammée, des manifestations spontanées ont éclaté dans plusieurs villes. La répression a été immédiate, brutale, aveugle. Des centaines d'opposants ont été arrêtés, certains torturés, d'autres simplement disparus. Le régime Biya a montré son vrai visage, celui d'une dictature qui ne tolère aucune contestation. Dans les régions anglophones, la situation a pris une tournure encore plus dramatique. De nombreux électeurs n'ont tout simplement pas pu voter,
empêchés par l'insécurité chronique et la présence de groupes armés séparatistes. Ces zones, en rébellion ouverte contre le pouvoir central, ont largement boycotté le scrutin. Les rares bureaux de vote qui ont ouvert l'ont fait sous protection militaire, dans une atmosphère de guerre civile. Les résultats officiels dans ces régions relèvent de la pure fiction. Comment croire à des taux de participation élevés dans des zones où personne n'a voté ? Cette absurdité mathématique illustre le mépris total du régime pour la vérité et la démocratie. Les populations anglophones, marginalisées depuis des décennies, voient dans cette fraude électorale une confirmation supplémentaire de leur exclusion du projet national camerounais. Leur colère ne fait que s'intensifier, alimentant un cycle de violence qui semble sans issue. Les observateurs internationaux présents sur place ont relevé d'innombrables violations des standards électoraux minimaux. Leurs rapports, publiés après le scrutin, dressent un tableau accablant. Intimidation des électeurs, achat massif de votes, bourrage d'urnes, manipulation des résultats. Toute la panoplie des techniques de fraude a été déployée. Certains observateurs ont même été empêchés d'accéder à des bureaux de vote ou menacés par des forces de sécurité. Cette obstruction systématique révèle que le régime avait quelque chose à cacher. Les organisations internationales de défense de la démocratie ont unanimement condamné ce scrutin truqué. Mais leurs déclarations, aussi virulentes soient-elles, n'ont eu aucun impact concret. Le régime Biya, fort de ses soutiens régionaux et de l'indifférence relative de la communauté internationale, a pu imposer sa version des faits. Cette impunité électorale a encouragé le pouvoir à persévérer dans ses pratiques antidémocratiques. La fraude électorale massive a provoqué une onde de choc dans la société camerounaise. Même ceux qui avaient conservé une certaine confiance dans le système ont dû se rendre à l'évidence. La démocratie camerounaise n'existe que sur le papier. Les institutions censées garantir la régularité du processus électoral sont entièrement instrumentalisées par le pouvoir. La commission électorale, le Conseil constitutionnel, le ministère de l'Intérieur, tous travaillent de concert pour maintenir Biya au pouvoir, quoi qu'il en coûte. Cette collusion institutionnelle anéantit toute possibilité d'alternance pacifique par les urnes. Les Camerounais comprennent désormais que voter ne sert à rien tant que le système reste verrouillé. Cette prise de conscience alimente un profond sentiment de frustration et d'injustice. Beaucoup se demandent combien de temps encore ils devront supporter cette mascarade. La résignation le dispute à la colère, créant un mélange explosif qui pourrait déboucher sur des violences incontrôlées. Le trucage électoral a également des conséquences diplomatiques majeures. En validant un scrutin aussi manifestement frauduleux, le régime Biya a perdu les derniers lambeaux de crédibilité internationale qui lui restaient. Les chancelleries occidentales, même celles traditionnellement conciliantes avec Yaoundé, ne peuvent plus fermer les yeux. Le message du sénateur Jim Risch s'inscrit directement dans ce contexte. Washington ne reconnaît plus la légitimité démocratique du pouvoir camerounais. Cette délégitimation ouvre la voie à des sanctions, à une réduction drastique de l'aide internationale, à un isolement diplomatique croissant. Le régime Biya a choisi la fraude massive plutôt que l'ouverture démocratique. Il en paie maintenant le prix sur la scène internationale. Mais cette sanction externe suffira-t-elle à provoquer un changement de cap ? Rien n'est moins sûr tant le pouvoir camerounais semble imperméable aux pressions extérieures. L'opposition camerounaise, malgré la répression, refuse de baisser les bras. Maurice Kamto et ses partisans maintiennent leur revendication d'une véritable victoire électorale confisquée par la fraude. Leur mouvement de contestation, bien que réprimé dans le sang, continue de mobiliser une partie significative de la population. Les manifestations, même interdites, se succèdent dans les grandes villes. Les réseaux sociaux deviennent l'arène principale où s'exprime le rejet du régime. Malgré les coupures d'Internet répétées, les Camerounais trouvent des moyens de contourner la censure pour faire entendre leur voix. Cette résistance numérique témoigne d'une détermination qui inquiète le pouvoir. La jeunesse, connectée, informée, consciente de ses droits, refuse de se soumettre. Et elle réclame justice, transparence, alternance. Face à elle, un régime vieillissant qui ne connaît que la répression comme mode de gouvernance. Le choc semble inévitable. La communauté internationale commence à tirer les conséquences de cette élection truquée. Plusieurs pays occidentaux ont suspendu ou réduit leur aide au Cameroun. D'autres ont imposé des restrictions de visa à des responsables camerounais impliqués dans la fraude et la répression.
Ces sanctions, encore limitées, pourraient s'amplifier si le régime persiste dans son autoritarisme. L'Union européenne a lancé un processus de révision de ses accords de partenariat avec Yaoundé. Des discussions sont en cours pour conditionner toute aide future au respect de standards démocratiques vérifiables. Cette pression financière pourrait avoir un impact significatif sur un pays déjà fragilisé économiquement. Le Cameroun dépend largement de l'aide internationale pour financer ses programmes sociaux et ses infrastructures. Une coupure de ces flux pourrait précipiter une crise économique majeure avec des répercussions sociales imprévisibles. Le régime joue sa survie dans les mois qui viennent. Mais au-delà des sanctions internationales, c'est la légitimité interne du régime qui s'effondre. Comment gouverner un pays dont une large partie de la population rejette votre autorité ? Comment maintenir la cohésion nationale quand des régions entières sont en rébellion ouverte ? Comment prétendre incarner la démocratie quand personne ne croit plus aux résultats électoraux ? Ces questions hantent le pouvoir camerounais, même si celui-ci refuse de l'admettre publiquement. La fraude électorale massive a créé une crise de légitimité profonde qui ne pourra pas être résolue uniquement par la répression. Tôt ou tard, le régime devra engager un véritable dialogue avec l'opposition et la société civile. Mais pour cela, il faudrait que le président et son entourage acceptent de partager le pouvoir, de renoncer au contrôle total qu'ils exercent depuis des décennies. Cette perspective semble pour l'instant hors de portée d'un régime arc-bouté sur ses privilèges. Les rues camerounaises grondent d'une colère trop longtemps contenue. Depuis des mois, des années même, la population subit les exactions d'un régime qui règne par la peur et la violence. Mais aujourd'hui, l'indignation populaire atteint un seuil critique. Les Camerounais descendent dans les rues malgré les interdictions, malgré les matraques, malgré les balles. Ils réclament justice pour les disparus, pour les torturés, pour ceux qui croupissent dans les geôles du régime sans jugement ni procès. Leurs cris résonnent dans toutes les villes du pays. Assez de répression, assez de mensonges, assez d'impunité. Cette vague de protestation ne ressemble à aucune autre. Elle transcende les clivages ethniques, linguistiques, régionaux. Pour la première fois depuis longtemps, les Camerounais semblent unis dans leur rejet du système Biya. Cette unité naissante terrifie le pouvoir, qui a toujours prospéré en divisant la population. Face à un peuple qui se réveille, le régime ne sait que répondre par une escalade de la violence. Les manifestations qui éclatent spontanément dans tout le pays révèlent l'ampleur du ras-le-bol général. À Douala, capitale économique, des milliers de jeunes défient les forces de l'ordre, brandissant des pancartes réclamant le départ du président. À Yaoundé, des cortèges convergent vers le palais d'Etoudi, stoppés par des barrages militaires. Dans les villes moyennes et même dans certains villages, la contestation s'organise. Les Camerounais ne croient plus aux promesses d'un régime qui les a trompés pendant des décennies. Ils exigent un changement radical, immédiat. Les slogans fusent, dénonçant la corruption, le chômage, la misère qui frappe la majorité de la population, pendant qu'une petite élite proche du pouvoir s'enrichit scandaleusement. Cette protestation sociale se double d'une exigence démocratique. Les Camerounais veulent choisir librement leurs dirigeants, ils veulent que leur vote compte vraiment. Cette aspiration fondamentale se heurte à l'intransigeance d'un régime qui refuse toute évolution. La répression qui s'abat sur les manifestants atteint des niveaux de brutalité rarement vus. Les forces de sécurité tirent à balles réelles sur des foules désarmées. Les images de corps ensanglantés gisant sur le bitume font le tour du monde, suscitant l'indignation internationale. Mais le régime ne faiblit pas. Au contraire, il intensifie la violence, comme si la terreur pouvait étouffer définitivement toute velléité de contestation. Des centaines d'arrestations arbitraires ont lieu chaque jour. Les opposants, les militants des droits humains, les journalistes indépendants sont systématiquement ciblés. Beaucoup disparaissent purement et simplement, leurs familles sans nouvelles pendant des semaines. Certains réapparaissent, le corps marqué par les tortures subies dans les geôles secrètes du régime. D'autres ne reviennent jamais, rejoignant la longue liste des victimes d'un système qui tue en toute impunité. Cette barbarie d'État révolte la population, mais elle révèle aussi le désespoir d'un pouvoir aux abois. Les témoignages des victimes de la répression sont insoutenables. Des jeunes hommes racontent comment ils ont été enlevés en pleine rue par des individus en civil, emmenés dans des centres de détention clandestins, torturés pendant des jours avant d'être relâchés avec l'ordre de se taire. Des femmes décrivent les violences sexuelles utilisées comme arme politique contre les militantes de l'opposition.
Des familles entières cherchent désespérément leurs proches disparus, se heurtant au silence méprisant des autorités. Ces récits, documentés par les organisations de défense des droits humains, dressent le portrait d'un État criminel qui bafoue systématiquement les droits les plus fondamentaux de ses citoyens. Les conventions internationales que le Cameroun a signées ne sont que du papier sans valeur. Le régime Biya a érigé la violation des droits humains en mode de gouvernance. Cette barbarie institutionnalisée choque même les observateurs habitués aux régimes autoritaires africains. La crise anglophone illustre de manière particulièrement tragique la brutalité du régime. Depuis plusieurs années, les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest sont le théâtre d'un conflit sanglant opposant les forces gouvernementales à des groupes séparatistes. Le bilan est effroyable. Plus de 6000 morts, des centaines de milliers de déplacés, des villages entiers rasés par l'armée. Les crimes commis par les forces de sécurité dans ces régions sont largement documentés. Des exécutions extrajudiciaires, des massacres de civils, des incendies de maisons, des arrestations massives. Toute la panoplie des crimes de guerre a été déployée. L'armée camerounaise mène une guerre totale contre sa propre population, traitant les civils anglophones comme des ennemis à exterminer. Cette violence aveugle ne fait qu'alimenter la radicalisation et renforcer les groupes séparatistes. Mais le régime persiste dans cette logique militaire suicidaire, incapable d'envisager une solution politique négociée. Les populations anglophones, traumatisées par des années de violence, ont perdu toute confiance dans l'État camerounais. Les organisations internationales de défense des droits humains multiplient les rapports accablants sur la situation au Cameroun. Amnesty International, Human Rights Watch, la Fédération internationale des droits de l'homme, toutes dénoncent le crime du régime Biya. Leurs enquêtes, méticuleuses et documentées, établissent la responsabilité directe du gouvernement dans les violations massives des droits humains. Ces rapports sont transmis aux instances internationales, notamment à la Cour pénale internationale. Certains responsables camerounais pourraient un jour se retrouver devant la justice internationale pour crimes contre l'humanité. Cette menace plane sur le régime, mais ne semble pas infléchir son comportement. Au contraire, le pouvoir intensifie la répression, comme s'il voulait établir un record de brutalité. Cette fuite en avant dans la violence révèle l'incapacité du régime à gouverner autrement que par la terreur. Elle témoigne aussi de la panique qui gagne les cercles dirigeants face à une contestation qui ne faiblit pas. Les médias indépendants, malgré la censure et les menaces, continuent de documenter la répression. Les journalistes camerounais, au péril de leur vie, témoignent des exactions commises par le régime. Certains ont payé leur courage de leur liberté, emprisonnés pour avoir simplement fait leur travail. D'autres ont dû fuir le pays pour échapper aux persécutions. Mais malgré ces intimidations, l'information continue de circuler. Les réseaux sociaux, même censurés, relaient bien les images et les témoignages que le pouvoir voudrait cacher. Cette bataille de l'information est cruciale. Le régime ne peut plus commettre ses crimes dans l'obscurité totale. Le monde regarde, documente, condamne. Et cette exposition médiatique internationale met le régime sous pression et encourage les victimes à continuer de témoigner. Mais elle ne suffit pas à arrêter la machine répressive. Il faudra bien plus que des condamnations morales pour faire plier un régime qui n'a que faire de son image internationale. La jeunesse camerounaise incarne la résistance la plus déterminée face au régime. Ces jeunes, nés sous le règne de Biya, n'ont connu que la corruption, le chômage, l'absence de perspective. Ils refusent de subir passivement le sort que le système leur réserve. Dans les universités, dans les quartiers populaires, ils s'organisent, manifestent, dénoncent. Ils utilisent les outils numériques pour contourner la censure et mobiliser leurs pairs. Cette génération connectée, informée, consciente de ce qui se passe ailleurs, en Afrique et dans le monde, ne se laisse pas intimider. Elle sait que le changement est possible. Elle a vu des dictateurs tomber dans d'autres pays. Cette conviction nourrit sa détermination. Le régime a beau arrêter des centaines de jeunes manifestants, d'autres prennent leur place. Cette hydre de la contestation juvénile terrifie un pouvoir vieillissant qui ne comprend plus cette génération. Le fossé générationnel devient un gouffre politique impossible à combler. Les accusations de collaboration avec le groupe Wagner ont frappé le régime camerounais comme un coup de tonnerre. Ces mercenaires russes, présents dans plusieurs pays africains, auraient établi une présence discrète au Cameroun.
Leur rôle exact reste flou, mais les soupçons sont graves. Formation des forces de sécurité aux techniques de répression, renseignement, peut-être même participation directe à des opérations contre les séparatistes anglophones. Le régime nie farouchement ces allégations, mais son démenti manque de crédibilité. Plusieurs témoignages évoquent la présence d'instructeurs russes dans des bases militaires camerounaises. Des équipements sophistiqués d'origine russe ont été repérés dans les zones de conflit. Cette présence de Wagner soulève des questions vertigineuses. Qu'a promis le régime Biya en échange de ce soutien? Quels accès aux ressources naturelles du pays ont été négociés dans l'ombre? Cette alliance avec des mercenaires sanctionnés internationalement isole encore davantage le Cameroun sur la scène mondiale panthéon. Washington voit dans cette collaboration la preuve d'une dérive autoritaire du régime. La présence présumée de Wagner au Cameroun s'inscrit dans une stratégie russe plus large de pénétration en Afrique. Moscou cherche à étendre son influence sur le continent, notamment en s'alliant avec des régimes autoritaires en mal de soutien international. Le Cameroun, fragilisé par la crise anglophone et isolé diplomatiquement, représente une cible idéale. En échange d'un soutien sécuritaire et politique, la Russie obtient des contrats miniers, des accords commerciaux avantageux, une influence géopolitique précieuse. Cette stratégie du donnant-donnant séduit des régimes comme celui de Biya, qui se sentent abandonnés par leurs partenaires occidentaux traditionnels. Mais ce rapprochement avec Moscou a un prix élevé, l'hostilité croissante de Washington et de Bruxelles. Le Cameroun se retrouve pris dans les tensions géopolitiques entre grandes puissances, un jeu dangereux pour un pays déjà fragile. Cette navigation entre blocs pourrait finir par isoler totalement Yaoundé, laissant le régime sans véritable allié fiable. La question du terrorisme ajoute une couche supplémentaire de complexité à la crise camerounaise. Le nord du pays subit depuis longtemps les attaques de Boko Haram, ce groupe djihadiste nigérian qui a étendu ses opérations au-delà des frontières. Villages massacrés, enlèvements massifs, attentats suicides. La population de la région de l'extrême nord vidant la terreur quotidienne. Le régime camerounais se présente comme un rempart contre le terrorisme, justifiant ainsi le maintien de son pouvoir et les budgets militaires considérables. Mais les critiques accusent le gouvernement d'instrumentaliser la menace terroriste pour réprimer toute opposition et détourner l'attention des problèmes internes. Pire encore, l'incompétence et la corruption au sein de l'armée camerounaise ont facilité l'implantation de groupes terroristes. Des armes destinées aux forces de sécurité se retrouvent mystérieusement dans les mains des djihadistes. Cette porosité suspecte alimente les théories sur une possible compromission de certains éléments du régime avec les groupes terroristes. L'expansion de Daesh en Afrique de l'Ouest constitue également une menace croissante pour la stabilité régionale. Le Cameroun, situé dans une zone stratégique, pourrait devenir une cible privilégiée des franchises djihadistes. Le sénateur Jim Risch a pointé du doigt l'incapacité du régime de Biya à contenir cette menace. Selon les services de renseignement américains, la mauvaise gouvernance, la corruption endémique et l'extension ethnique au Cameroun créent un terreau favorable à la radicalisation. Les jeunes désœuvrés, sans perspective d'avenir, peuvent être tentés par le discours djihadiste qui promet sens et revanche sociale. Merci pour tous vos commentaires qui enrichissent ce débat crucial pour l'avenir du Cameroun. N'oubliez pas de laisser un like si vous voulez que nous continuions à dévoiler ces vérités que certains voudraient cacher. Mais attention, ce que nous venons de révéler n'est que la partie visible de l'iceberg. Dans notre prochaine vidéo, nous dévoilerons les documents confidentiels qui prouvent la présence de Wagner à Yaoundé et les noms des responsables camerounais sous le coup de sanctions américaines imminentes.